Kwai aux membres du peuple Wabanaki qui nous écoutent. Salut, je me présente Louis-Philippe Renaud. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime la vie. Plus j'apprends à la découvrir, plus je suis touché par sa beauté, par sa fragilité. Je réalise ce balado parce que j'ai envie d'aller à la rencontre de personnes qui ont le goût, comme moi, d'en prendre soin. Bienvenue à Juste pour vivre. Commençons par souligner que nous sommes ici pour parler de la relation au vivant sur le territoire non cédé de la communauté autochtone Wabanaki. Surtout et tout simplement parce que les Premières Nations ont saisi bien avant nous l'importance de cette relation. Bonjour cher public, bonjour Philippe, bonjour David. On a aujourd'hui une magnifique émission qui va porter sur comment composer avec le vivant en temps de crise. Qui de mieux que David King-Ruel pour nous en parler? David, toi, tu enseignes ici à l'Université de Sherbrooke, au CUF, qui est le Centre universitaire de formation en environnement, beaucoup à la maîtrise en environnement. Tu enseignes dans ton domaine qui est plus relié à la complexité, la pensée systémique, la transition socio-écologique, qui au final, pour toi, représente surtout un besoin de changer de paradigme, si je comprends bien. Exact. Tu es facilitateur aussi pour Matière Brute, qui est une boîte de stratégie pour accompagner différentes organisations qui veulent entreprendre le changement nécessaire. C'est ça? Exactement, oui. Philippe Langlois. Salut. Mon co-animateur aujourd'hui, que vous avez déjà rencontré dans le balado S'engager pour le vivant, par amour du vivant. C'était le titre. Le titre. Et qui a co-animé avec moi récemment. Merci Philippe d'être là. Et moi, Louis-Philippe Renaud. Alors, je te laisse commencer, Philippe, ou j'y vais? Vas-y, brise la glace. Comment ça va? Ça va bien, merci. Je suis vraiment content d'être là, sérieusement. Je trouve ça le fun, les trois ensemble de même. Là, on a jasé un petit peu justement avant de commencer. Puis j'étais content de venir ici ce matin, c'est cool. Tant mieux, nous autres, on est contents, Philippe. Ouais. Je voulais savoir, parce que j'aime ça, on parle de vivant, puis des fois... c'est pas clair pour tout le monde. Qu'est-ce que le vivant? Il y en a moi, dans le fond, j'ai amené le concept vivant pour qu'il soit plus inclusif. Mais toi, quand tu utilises le mot vivant, c'est quoi tes référents que tu donnerais? Parce qu'on va en parler beaucoup aujourd'hui. Wow! C'est une bonne question, honnêtement. Puis, j'ai l'impression que ça va dans ma tête, ça va une place où, tu sais, moi, comment je suis arrivé dans ce sujet-là, c'est à travers une mentor, André Mathieu, dans le fond, qui était physicienne de formation. Puis c'est de elle que j'ai appris, dans le temps, c'était le développement durable qu'on appelait, mais ultimement, la complexité, tout ça. Son utilisation du vivant était beaucoup avec une notion justement de physicienne et tout. Fait que j'ai appris le développement durable et les notions comme celle-là avec un œil très scientifique, profond, mais pas juste dans le biologique, mais vraiment dans les principes en arrière de ça. Tu sais, genre, on rentre vraiment profond, là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, puis c'est drôle parce que je participe à un laboratoire sur l'idée d'un management biophilique, dans le fond, comment on ferait pour faire de la gestion, mais plus en ligne avec comment la vie fonctionne et tout, ce qui est trippant, vraiment intéressant. Mais ça amène à poser des questions justement sur c'est quoi le vivant, c'est quoi ces principes-là et tout. Puis pour moi, ce que ça représente, c'est le changement perpétuel dans un monde complexe un peu. Genre. C'est quand ça bouge, quand c'est dynamique, quand c'est créatif, quand il y a ça qui est très présent. Fait que oui, il y a l'aspect biologique et tout, mais quand on regarde les fondements en arrière, il y a, à mon avis, un deuxième ordre, là, finalement, qu'on peut voir le vivant qui est dans ses processus, finalement, dans le métabolisme, mettons, dans l'évolution. Fait que ça, c'est le niveau du vivant qui m'intéresse le plus, honnêtement. C'est de le lire d'une façon très systémique, puis avec des principes, là. Je vais t'amener sur le terrain encore plus. Toi, ta relation au vivant, comment tu la définirais? Ma relation avec le vivant? Il y a une partie qui est fascination, curiosité, honnêtement, qui est clairement là. Mais dans un aspect très, je veux dire, empathique, non-jugement. C'est pour moi, le vrai vivant, c'est d'essayer d'être en connexion avec le tout, plus qu'avec juste des parties, tu sais. Je sais pas si c'est trop théorique, c'est de même. C'est vraiment comme ça que je le vis. C'est la pensée écosystémique, ça fit avec toi, je pense. Ouais, je pense que oui, tu as raison. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Mais c'est à travers vraiment une curiosité, honnêtement, puis aussi d'accueillir autant. Tu sais, je me dis souvent, le beau est pas toujours vrai, puis le vrai est pas toujours beau. Tu sais, quelque chose que j'aime dans le tout.
finalement. Puis dès que je suis en relation avec plus grand, sans comment dire, couper, sans vous déconnecter des choses pour que ce soit mieux, ça me donne toujours l'impression que c'est plus vivant, que c'est plus vrai. Fait qu'il y a comme une espèce d'accueil du tout, je pense, que dans ma relation avec le vivant. Mais ouais. La relation qu'on retrouve beaucoup dans nos sociétés, c'est celle qui est instrumentale avec le vivant. Ouais. Dans ta relation à toi, où est-ce que tu situerais l'aspect instrumental, non instrumental, intrinsèque, toi qui fais partie du vivant, nous les humains, anthropocentriques ou pas? Est-ce que tu vois un peu où je veux en venir? Oui. Mais je pense que ma relation au vivant, plus je l'ai explorée avec le temps, puis je sais pas, moi j'aime pas utiliser les mots qui n'ont pas nécessairement le même sens pour tout le monde, mais moi, mettons, ma relation avec le vivant, je la sens toujours se développer plus en me connaissant moi-même, finalement. Fait que c'est comme de me sentir plus connecté au vivant, que je découvre le vivant de même, que je le découvre à travers mon instrument qui est moi. Mais au fur et à mesure de cette histoire-là, je pense que ma connexion est rendue... c'est ma propre vie, finalement. Là, donc, j'ai le sentiment qu'elle devient de plus en plus spirituelle, à quelque part. J'ai pas peur de le dire. Là, c'est vraiment une... Il y a quelque chose de sacré dans le vivant, puis mais pas au point de le pratiquer religieusement ou tout ça. Moi, personnellement, c'est pas mes pratiques, mais il y a quelque chose que je trouve sacré dans le vivant, dans juste accepter cette relation-là dans tout ce qu'elle est, même pas... qu'on peut même pas toujours la comprendre. Là, fait que c'est comme ça que je vois ma relation au vivant. Mais pas au point de pas tuer des araignées ou des choses comme ça. Mais au point de vouloir plus en prendre soin. Ben oui, mais comme je dis encore une fois, pour moi, il y a quelque chose quand on a une vision plus mécanique du vivant, on peut... comment dire? Moi, je le vois dans ces grands principes, ces grands cycles dans le temps long. Ce qui n'est pas la même chose quand on perçoit le vivant dans quelque chose de très, genre, une fourmi là tout de suite. Puis je comprends que ces deux choses-là sont vraiment reliées, mais je voudrais pas non plus dramatiser notre relation avec le vivant au point de ne plus être capable de marcher dans le bois parce qu'on marche sur des fleurs. Il y a ça, moi, que je sens qui, dans moi, je navigue sur une genre de ligne là-dedans. Là, puis je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire dans la dramatisation, mais on est aussi vecteur de transformation, de destruction, on interagit avec le vivant d'une façon qui n'est pas toujours cool, là. Mais je vis pas avec cette espèce de pression mentale-là d'avoir une relation qui est toujours parfaite et positive. J'aime être en relation avec le grand tout, là, comprenant ces grands cycles-là. T'aimes réfléchir à la complexité, t'as un penchant philosophique, puis là, tu parles du sacré, puis tu dis, le vivant, finalement, c'est devenu ma vie, au fil du temps, puis c'est comme ça que ça a évolué. Moi, je me questionne, est-ce que cette relation-là, elle est comme plus cognitive? Elle est-tu plus réflexive? Est-ce qu'elle inclut des dimensions sensorielles? C'est un tout, mais est-ce que tu as besoin de mettre une distance rationnelle avec ça? Ou... C'est sûr que de mon parcours m'a amené à quand même me développer beaucoup dans le monde des idées puis de la réflexion et tout ça. Fait que ça a été beaucoup ma manière de percevoir, disons, de rentrer en relation avec le vivant. J'ai été comme... plus jeune, on est connecté quand on est des enfants avec le vivant parce qu'on a les pieds dedans, puis je veux dire, on interagit, tout ça. Plus tard, après ça, je dirais que la réintégration des dimensions plus sensorielles et tout ça, j'ai fallu que je me reconnecte de cette façon-là. Parce que oui, quelque part, le mental peut, en pensant s'en rapprocher, des fois, on s'en distancie. Donc, il faut faire un peu... Moi, j'aime beaucoup essayer de faire les deux parce que je dois vivre encore dans le monde des idées parce que, par respect pour mon cheminement à moi, là, c'est qui je suis. Mais oui, effectivement, je pense que de plus en plus, il y a quelque chose de juste... je veux dire, jardiner, mettons, c'est un truc qui est... Je sais pas comment dire, mais tu es en relation directe. Là, c'est les odeurs, c'est les sensations, c'est les yeux. Puis c'est une relation qui est entière, complète avec le vivant. Que j'ai pas besoin de trop réfléchir. Fait on peut interfacer avec le vivant de plein de manières, avec tous nos sens. Même si pour moi, le sens de la réflexion, mettons, il est très fort. On a un balado aujourd'hui qui parle de crise. Quand est-ce que la notion de crise est venue imprégner ton histoire, ta pensée, tes enseignements?
C'est une bonne question. J'ai enseigné le développement durable longtemps. Ça fait quand même c'est drôle parce qu'on m'a donné récemment un genre de mention pour 1000 heures d'enseignement, mais j'avais tellement pas vu venir. Je me dis, wow, ça fait quand même longtemps que j'enseigne. OK. Ouais, c'est ça. C'est comme pas hier. J'étais juste, j'ai pas la notion du temps. J'étais comme, shit, 1000 heures. Mais c'est ça, tu sais, ça fait quand même effectivement donc 1000 heures que... Fait qu'on... ceux qui apprennent le plus dans les cours, c'est les enseignants. Là. Fait que d'essayer de retracer c'est où que c'est arrivé ça. Je pense que à un certain moment, quand on parle de changement systémique, il y a quelque chose qui m'a un peu écœuré avec l'idée de m'amener tellement tout comprendre qu'on est capable de voir ça comme tous les bons pitons pesés, tout ça. Mais les changements plus drastiques existent aussi dans la vie, tu sais. Les contextes aussi peuvent favoriser des changements qui sont plus profonds, plus rapidement et tout ça. Puis ça m'a intéressé, honnêtement. Tu sais, il y a une citation que j'aime bien qui est les hommes ne changent que par nécessité et ne voient la nécessité que par la crise. Je n'ai pas dit que c'est toujours vrai, mais il y a quelque chose qui m'a frappé là-dedans parce que je pense qu'on est profondément adaptatif. Puis je pense qu'on l'oublie. Puis je pense que quand c'est pas éprouvé, on perd confiance dans notre capacité d'adaptation. Puis pour moi, il y a quelque chose de beau à ramener les crises. Comment c'est arrivé? Ben, j'imagine que par observation, à travailler aussi avec des organisations qui, des fois, tu te dis, ben, les organisations avec lesquelles j'ai travaillé, celles qui étaient le plus en crise sont celles qui ont le plus changé. Les organisations qui vivent pas de pression au changement, pas de crise, je trouve que des fois, on consomme la belle évolution, mais sans vraiment changer. Il y a quelque chose que je trouve beau dans le fait qu'on est lié à un contexte complexe, puis que le changement, il est dans cette relation-là. T'sais. Donc, j'aime les contextes qui nous forcent un peu à évoluer. Puis nous, on le voit comme une crise, mais vu dans le temps long, ben, c'est peut-être juste comme ça qu'on évolue. Là. Comment est-ce que tu décrirais ce que c'est qu'une crise en général, puis peut-être la crise en particulier dans notre relation au vivant aujourd'hui? Une grosse question. C'est pour ça que tu es là. Ben oui, mais c'est pour ça que vous êtes là. Ben oui, mais c'est des bonnes questions. questions, mais je suis intéressé aussi à savoir ce que vous en pensez. Tu sais, c'est des questions qui les n'ont pas autres de réponse. les autres épisodes. Quand je vous ai interviewé. Hey, mais oui. My God. C'est quoi ta question déjà? Qu'est-ce qu'une crise en général? Ben Puis oui. quelle est la crise peut-être aujourd'hui? Comment tu la décrirais dans la relation au vivant, soit des organisations avec lesquelles tu travailles ou réfléchis, ou de la société en général? Oui, ben il y a comment définir une crise? Pour moi, il y a quelque chose de spécial là-dedans parce que on a toute une capacité qui est variable. Donc, pour moi, la crise, c'est pas tant l'événement que l'impact de cet événement-là. Fait que c'est juste le rendre clair, là, c'est pas objectifier ça, c'est une crise. C'est dans la relation avec qui la vit que ça devient ou non une crise, à mon avis. Moi, c'est comme ça, ma lecture à moi, c'est ça. Donc, la capacité qu'on a de vivre, de s'adapter, d'être résilient, pour moi, a un gros impact sur ce qui est une crise puis ce qui ne l'est pas. T'sais. Parce que dans le fond, si on est flexible, adaptatif et tout, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on le vit comme une crise. Pour moi, la crise, il y a une genre de crispation que ça génère. Ça génère une demande d'adaptation intense et rapide, mettons. J'ai pas la définition écrite scientifique, là, mais c'est ma lecture à moi. T'sais. La crise actuelle, pour moi, ben, c'est sûr que de base scientifique, là, il y a une raréfaction du vivant là, sur la Terre. Donc, ça, c'est déjà un gros morceau. Une perte de biodiversité qui est catastrophique, puis une perte de... Je veux dire, on transforme le monde présentement, puis à mon avis, de manière à le rendre moins vivant. Je vois que littéralement ça qui est en train d'être fait. Mais je pense donc, plutôt que d'y aller juste comportemental, je pense que la vraie crise est dans le système de croyance derrière ces comportements-là. Je pense qu'on le fait pour des raisons qu'il faut d'abord comprendre, puis après ça, de voir qu'est-ce qui, dans cette manière de voir le monde-là, cause problème, puis pourquoi on devrait changer. Je pense que... Ouh là là... ça pourrait être long à expliquer, je vais essayer d'y aller simple, mais pour moi... On a le temps. On a le temps? OK. Mais je pense qu'on voit le monde de façon très simple et mécanique. Puis je pense qu'on l'a aussi appris parce qu'on avait les moyens techniques de le voir comme ça. Sans le savoir, on pouvait maîtriser le monde. Fait que
l'incertitude, les choses qu'on voulait pas, ce qui pue, tu sais, on a été capable de couper les liens avec toutes ces choses-là, tu sais, par confort. Puis à quelque part, ce que ça fait, c'est qu'on mécanise le vivant, tu sais, on déplace les choses, on pollue, ça sent pas bon, ben on met la cheminée plus haute, ça s'en va plus loin, tu sais. Fait que sans savoir, on a intervenu beaucoup dans les cycles du vivant de manière à nous avoir un certain confort. Mais là, comme ces problèmes-là ont juste été ailleurs, puis là, on est dans un monde où il y a des rétroactions que ça nous revient en pleine face et tout. Mais je pense qu'avec le temps, les générations qu'on a eues à vivre comme ça, je crois qu'on a développé une manière de voir le vivant, malgré nous, là, comme quelque chose qu'on peut dominer, qu'on peut transformer ad vitam là, sans responsabilité réelle, parce que les feedbacks ne sont pas automatiques. Je veux dire, si vous polluez, vous n'avez pas un mal de tête de pollution le soir même. C'est peut-être dans 3 générations que les gens vont avoir des gros mal de tête. Là, alors, il y a une genre de déresponsabilisation parce que le vivant ne nous donne pas les feedbacks instantanés, parce qu'il est complexe, on ne voit pas le cause à effet, tout ça. Mais toute notre manière de voir le monde est organisée de façon très mécanique, cause à effet. Fait il y a comme une espèce de mismatch entre notre manière de voir le monde, à mon avis, puis la réalité vivante du monde. Puis ça cause énormément de problèmes. Fait que la vraie transition, pour moi, doit être dans notre vision du monde. Fait que la crise, c'est celle de la vision du monde, oui. Puis elle oppose une vision mécaniste de la nature à une vision complexe. Mm-hmm. Est-ce que c'est une crise de la temporalité? C'est-à-dire une espèce de biais de perception où on n'arrive pas à voir à plus long terme que dans un certain cercle temporel? Moi, je pense que oui, en tout cas, puis je pense que ça va ensemble. Tu sais, en voulant dire, je veux qu'il y ait une érablière, tu sais, je veux dire, si j'ai pas les moyens techniques, mécaniques, etc., tu sais, il y a une temporalité à ce projet-là. Quand tu ajoutes les moyens techniques, les moyens techniques sont une forme d'émergence de cette temporalité-là, parce qu'ils nous donnent la capacité d'avoir tout de suite maintenant. Mais ça, c'est complètement débile et réel. Je veux dire. Mais en même temps, pour un être humain qui vit aujourd'hui puis qui constate ça, je trouve tout à fait normal. Tu veux passer à travers la montagne, tu peux. Là, tu peux faire un tunnel. Là, c'est fou quand on y pense. Tu fais un trou dans une montagne. Là, mais le fait de l'avoir fait, puis tu te dis, en 2 ans, j'ai fait ça, comment ça peut pas changer complètement notre vision du monde, notre temporalité? Là, fait que je pense que c'est naturel qu'on ait développé cette vision du monde-là, puis cette temporalité-là, comme tu le dis bien, là. Fait que ça veut dire aussi que le jour où on voudrait se transformer pour se reconnecter avec le vivant, bien, ça va jusqu'à dire, tout d'un coup, il va falloir devenir plutôt chill avec le fait que ça prend pas 2 ans. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Moi, ce qui m'a marqué dans ce que tu as dit aussi, c'est l'aspect relationnel. Pour toi, il y a la crise, comment on se la définit, mais elle s'inscrit réellement dans nos relations. J'aimerais ça que tu nous en parles plus. C'est-tu ce que j'ai bien compris que tu as dit? Oui, je pense que l'idée que la crise est vécue différemment, perçue différemment par chaque personne, dépendamment de sa capacité à la vivre, à quelque part. C'est-tu dans ce sens? Je pense qu'il y en a qui vont avoir une façon beaucoup plus facile et saine de vivre l'éventuelle transition socio-écologique qu'on dit qui doit se passer, tout simplement parce que leur relation avec le réel, avec le vivant est différente. Qui sont capables de vivre dans des temporalités différentes, admettons, qui ont une capacité d'adaptation qui est plus grande, qui ne perçoivent pas les inconforts comme quelque chose à systématiquement réprimer le plus rapidement possible. Je pense qu'on peut le pratiquer. Ce que je remarque, c'est que ceux qui ont le plus de facilité avec dealer avec le vivant sont ceux qui ont eu du vivant imposé dans leur vie. Donc, qui ont... Du vivant imposé. Ouais, c'est peut-être un peu bizarrement dit, mais ce que je veux dire par là, c'est que la résilience, ça se pratique. Faut vivre des épisodes exigeants juste pour se rendre compte qu'on peut. Parce que si on n'en vit pas, on peut aussi douter qu'on est capable. Donc, pour moi, il y a beaucoup des comportements qu'on a aujourd'hui qui sont par simple peur de ne potentiellement pas être capable de faire face aux crises. Là, ce que je comprends, c'est avec notre société du confort, qu'on a maximisé l'idéalisation du confort, on s'est piégé parce qu'au final, on ne s'est pas mis dans des situations pour développer notre résilience. Est-ce que c'est trop facile comme raisonnement? Disons que ça faisait un parfait sens si on avait la croyance qu'on pouvait pour toujours maîtriser les conditions dans lesquelles on vit. Fait que je pense que c'est naturel d'être dans bébite de confort et tout ça,
mais il y a une fragilité gigantesque. Mais a-t-on réellement les moyens de garantir et pour toujours? Parce que oui, effectivement, là, il y a une rencontre un jour que si tu n'es plus capable d'assurer par la maîtrise du vivant, je donne l'exemple des espèces exotiques envahissantes ou des pandémies. Le vivant est super complexe et à mon avis, ce serait pas une bonne idée de vouloir systématiquement investir plus dans la maîtrise du vivant parce que c'est une course en accélération infinie, tu sais. Donc, à un certain moment, je pense, il y a une rencontre obligatoire à dire je dois ralentir cette lutte-là et donc recommencer à vivre des inconforts. C'est juste modèle agricole ultra-industriel, bon. Est-ce que c'est inconfortable de devoir des fois vivre des infestations, de perdre une culture pour... Mais ça, c'est l'interaction avec la vie là, qu'on parle. Donc... C'est intéressant parce que si je décide, comme un grand agriculteur qui a une relation peut-être plus mécanique avec le monde, d'aller vers d'autres types d'agriculture qui vont être plus vulnérabilisants, est-ce que je vais le faire si j'ai pas confiance que l'État, ma communauté, les gens qui m'entourent vont me supporter si ça va pas bien? C'est là que j'ai l'impression aussi que les relations, même générales, peuvent nous aider à être plus résilients ou avoir changé nos perceptions, non? Absolument. Ah oui, je suis convaincu que moi, j'ai la même vision que toi parce que puis c'est ça que j'essaie de faire avec mes étudiants. L'agriculteur, on dit, il devrait, mais tu sais, sa prise de décision, c'est ça, exact. Le modèle agricole, c'est nous, tu sais. Donc, ce qu'on croit que l'agriculteur devrait faire, il faut faire un choix collectif de le faire. Puis ça, souvent, encore vision mécanique, à mon avis, on isole chaque acteur en pensant qu'ils ont leur prise de décision indépendamment les uns des autres. Mais ce qui arrive, c'est quoi? C'est le système d'aujourd'hui. Le jour où on va le voir en système réellement, puis qu'on va se voir comme nous impliqués là-dedans, tout d'un coup, on peut changer de façon systémique. Alors, à mon avis, un des gros enjeux avec le changement présentement, la transition socio-écologique et tout, c'est qu'il va falloir se considérer comme un système. Parce que si on se considère juste comme des parties prenantes liées, blablabla, je trouve on est quand même dans des logiques des fois transactionnelles et tout ça. Puis pour moi, c'est comme, OK, je participe présentement à un système agricole qui est catastrophique. Là. Il existe parce que je le nourris moi aussi, là, j'en consomme. Fait que quand on veut le changer, ça m'inclut. Je ne peux pas essayer que le changement soit ailleurs. Plus on pose des questions, justement, avec des agriculteurs, puis des fois des étudiants, quand ils commencent, mettons, au bac et tout ça, il y en a certains, mettons, qui vont dire « Ah, il devrait devenir bio, tu sais. » Mais quand on est curieux puis qu'on cogne à la porte, tout le monde va dire « Hey, j'aimerais, mais je peux pas parce que... » Voir un système, c'est d'arrêter de penser qu'il y en a des épais qui font pas les bonnes affaires. Puis... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte qu'il y ait plus d'agriculteurs biologiques? Oui, c'est surtout la bonne question qu'on devrait se poser. Comment on pourrait adapter un système qui ferait en sorte qu'il y aurait plus d'agriculteurs biologiques et non pas ils devraient le faire? C'est ça que j'entends. Bien, clairement. Puis aussi, se poser cette question-là pour vrai. T'sais. Allons voir des agriculteurs, puis posons-leur la question. T'sais. Fait que c'est... Puis là, je le vois même dans mes cours. Ce qui fait la grande différence, c'est quand on va parler aux gens qui sont dans le système. Parce que là, tout d'un coup, on voit que les réels leviers d'intervention, c'est rarement devrait changer son système de valeurs. Non, il y a vraiment... Pour vrai, il y a tellement de monde qui veulent présentement. Mais le système n'est pas organisé de manière à ce que ça puisse se faire facilement. Fait qu'il ne faut pas agir... Tu sais, souvent, je remarque que les meilleures interventions ne sont pas du tout là où on pense. Des fois, ça va être sur, je ne sais pas moi, dans un formulaire, faire qu'un seuil d'acceptabilité financier de blablabla change de 10 à 25 %. Tu sais, ça a l'air d'être des niaiseries, mais quand tu connais la réalité des gens qui essaient de changer, c'est ça, des fois, qui les empêche de changer. Fait que c'est là que je vois que le système, présentement, ne favorise pas nécessairement ce changement-là. Puis quand on veut vraiment faire changer les choses, on arrête de juger les gens comme si c'était une question de volonté. Puis on rentre dans le nitty-gritty de changer les choses. Là, alors, c'est ça, on était plus dans cette branche-là, mais tu sais, c'est... Mais c'est intéressant. Je pense qu'on peut le prendre de plein de branches différentes, de la crise. Puis la résilience, tu en as parlé c'est un thème très, très populaire. On peut le voir de manière systémique, puis on peut le voir de manière individuelle. Oui. Comment on peut faire en sorte que à la fois le système développe les résiliences individuelles, puis à la fois les individus contribuent à développer un système résilient? Bien déjà,
en pensée systémique, il y a cette idée-là des échelles. Dans le fond, les réseaux imbriqués. Donc, de la même manière que les cellules humaines et le corps au complet, est-ce que sont séparés? Fait que là, on les voit comme deux choses différentes alors que c'est juste des échelles de la même chose. Donc, le corps n'est que des cellules, mais organisé de manière comme plus de réseaux imbriqués. Fait que, pour moi, rendre la société résiliente doit invariablement passer par des individus résilients. Et après ça, il y a un feedback aussi. Des individus résilients vont créer plus de résilience dans la société qui, à mon avis, va... C'est le principe d'émergence, finalement. Tant ça pousse vers en haut, mais en haut, faire un feedback vers le bas. Donc, pour moi, il faut jouer avec ces échelles-là. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans cette conversation-là, c'est des fois, on veut changer la société. Puis pour moi, c'est comme... Mais c'est des êtres humains, ultimement, passer par l'humain, la personne devant nous, c'est un levier extraordinaire sur lequel on a des fois pas mal de pouvoir et beaucoup plus que sur les grandes structures sociétales. Quel rôle jouent les crises dans cette mise en œuvre-là du changement systémique? Est-ce que c'est des opportunités? Est-ce que tu as parlé de nécessité tout à l'heure? Mm-hmm. On a un bel exemple avec la pandémie. En tout cas, on a une belle crise. Oui, clairement. Oui. C'est comme en business, ils disent « Don't let a crisis go to waste », là, de se servir des crises. Les crises, comme pour moi, des feux de forêt, c'est un moment de renouveau aussi. C'est un éclatement d'une structure qui, des fois... Dans le fond, on peut se poser la question aussi, qu'est-ce qui fait qu'il y a une crise? Souvent, c'est que le système n'était pas organisé pour juste tranquillement absorber cette perturbation-là puis qu'on s'en rend pas compte. Toutes les entreprises ne vivent pas sous une même pression, une crise. Donc, c'est vraiment... on révèle l'état interne. Quand on est en crise, on révèle le mismatch entre le besoin d'adaptation et la structure. Fait quelque chose d'extraordinaire dans les crises, parce que passer à travers est la manière qu'on a de renouveler notre structure. Fait que pour moi, le système doit être en crise parce que sa structure présentement génère, comme je dis, une raréfaction de la vie sur Terre. Là. Donc, il faut qu'il tombe en crise parce qu'il n'est pas organisé de manière à perdurer. Fait que, il faut les vivre. Le danger présentement, c'est qu'on investit beaucoup à ne pas vivre les crises, à faire perdurer la structure actuelle. Toute cette énergie-là là, pourrait être nécessaire pour le reconstruire différemment. Pourquoi tu dis que c'est un danger? Pour moi, c'est un peu comme les feux de forêt. Ouais. Bon, la forêt, elle a son cycle. Donc, brûler, là, ça fait partie du cycle. Plus la forêt augmente en densité puis en croissance de la présence de biomasse et tout ça, plus le feu devient comme naturel. Ça déstructure la forêt, ça permet son renouveau et tout ça. Le problème, c'est quand on éteint les feux. Parce que la structure demeure. On augmente finalement la quantité de superficie qui arrive au même point. Donc, ce qu'on a vu, c'est que plus on éteint les feux, plus on voit l'émergence de feux plus violents, plus contagieux, plus... Donc, on est vraiment dans une boucle ici. Si on n'accepte pas les petites crises, on crée les conditions favorables à des plus grosses crises. Mais si on ne veut pas celle-là non plus, ben là, on est en train de pousser vers les énormes crises. Donc, c'est comme d'accepter la crise comme faisant partie de la pas-crise. La crise est préventive des plus grandes crises, au final. Là. Mais parce qu'on a appris. Si on n'apprend pas de la crise, comme dans celui des feux, là, on va pas développer cette résilience-là. C'est un peu ça que tu dis. Si on ne choisit pas de prendre les crises comme étant des possibilités d'apprentissage, on passe à côté. Non, clairement. Oui. Il faut qu'on s'en serve pour se restructurer et apprendre quelque chose. Pas juste pour soigner le symptôme, parce que le danger, c'est de soigner le symptôme de la crise. Mais la crise, son message, c'était la structure. C'est intéressant. Je peux-tu? Ah, vas-y. Quelle part joue l'analyse politique dans cette analyse systémique-là? Mm-hmm. Parce que je peux imaginer plein d'acteurs de la société qui vivent des crises puis qui en profitent pour se réinventer. Puis c'est précisément les acteurs qui nous précipitent dans des énormes crises. Ouais. Comment on analyse ça? C'est une super bonne question, honnêtement. Dès qu'on se met à faire... dès qu'on rentre dans la conversation de changements sociétals et tout ça, ultimement, c'est politique. Tout est politique là-dedans. Puis... là où ça amène, c'est, à mon avis, une grande faiblesse, de même mes enseignements dans les dernières années, c'est qu'on ne faut pas occulter la notion pure de pouvoir. Tous les acteurs n'ont pas la même agentivité sur ce qui se passe. Donc, oui, il y a une lecture politique qui est obligatoire dans ces grands changements-là,
N'empêche que, encore une fois, on a plus de pouvoir qu'on pense. Il y a aussi ça qui est problématique. Je pense qu'il y a une espèce de confort à présumer qu'on n'a pas de pouvoir. Fait que, c'est un peu comme la non-clarté. C'est pas clair, c'est pas clair. C'est vrai, ça, quand on manque effectivement là, de clarté. Mais des fois, on s'en sert aussi quand on a la clarté, là, mais on n'a pas le courage. Fait que là, non, j'ai pas le pouvoir, je peux pas rien faire. Fait que, y a un danger, je trouve, là-dedans. On a quand même pas mal de pouvoir, mais on est aussi dans une société où le pouvoir n'est pas distribué également et où on rentre dans les capacités critiques de changement. Puis c'est là que les crises, encore une fois, deviennent importantes. Fait que, ce que je vois finalement, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts investis présentement dans la structure actuelle du système. Puis les gens qui en bénéficient, et malheureusement, en bénéficient beaucoup. Fait qu'on peut être dans un système où il y a très peu de gagnants et qui est maintenu quand même en place à cause de la dynamique de pouvoir. Là, donc les crises deviennent encore là, malheureusement, pour moi, c'est un peu comme les petits feux. Ça serait plus le fun d'avoir une société en transformation plus organique et éternelle, mais des fois, je pense que beaucoup de notre pouvoir est investi à une overstabilité du système, de la même manière que les feux de forêt, comme je dis. Là. L'entreprise qui ne veut pas disparaître, c'est un peu comme « Oh shit, mon modèle d'affaires est critiqué, puis là, je vais faire un greenwashing, whatever, ou je vais payer des politiciens pour des règlements. » Mais c'est d'éteindre un feu, en réalité. Donc, on maintient la même structure qui va perpétuer encore le problème jusqu'à ce qu'il devienne encore pire. Fait que là, ça nous demande toujours plus d'énergie, donc, de maintenir en place ces structures-là, même s'ils sont déjà désuètes des fois. Là. On éteint un feu d'apprentissage. Pardon? On éteint un feu d'apprentissage, en fait, en faisant ça. On cherche l'intérêt plutôt que la résilience collective et l'intelligence collective qui serait à nourrir. Oui, puis je mettrais peut-être un bémol dans le genre, la tête de qui dit ça? Parce qu'au niveau purement systémique, long terme, beauté, vie, c'est le fun. On éteint un feu destructeur, insécurisant, de peur pour beaucoup de gens aussi. Tu sais, quand une entreprise perdure malgré un modèle d'affaires destructeur, il y a plein de gens que eux, c'est leur métier, c'est leur fierté, c'est leur identité, c'est leur gagne-pain. On va les empêcher d'être résilients. Ben peut-être qu'eux aussi doutent de leur capacité de transformation de toutes ces choses-là. Puis il y a plein de notions là-dedans où c'est qu'on n'a pas toutes la même capacité et à tous les moments de vie. Là, tout d'un coup, on rentre dans le complexe de dire on doit changer dans un univers où tout le monde ne vit pas pareillement changer. Alors là, on rentre dans créer de la capacité pour changer, ce qui est complètement différent de pousser pour changer. Moi, je regarde le politique, changer, puis là, c'est comme on est face à face, c'est une lutte, là, genre un contre l'autre, changer versus le camp de changer versus le camp de pas changer. Pour moi, sortir de cette conversation-là, c'est créons de la capacité pour changer. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu as utilisé comme argumentaire en lien avec le feu. On va prendre les compagnies forestières, justement, qui, eux, veulent continuer d'exploiter la forêt. Mm-hmm. Mais si on le présentait, là, on le présente beaucoup en ce moment, ouais, on veut sauver nos jobs. Il faut sauver les jobs, c'est des gens, ils ont besoin de travailler. Mais au final, ce qu'on dit à ce moment-là, c'est nous, gang, on ne va pas vous supporter. On va pas être la société qui va vous accompagner à nous adapter collectivement pour faire en sorte qu'on va déplacer des structures du système pour être plus résilients. C'est un peu ça qu'on dit, c'est « Hey, si vous perdez vos jobs, on va vous laisser crever de faim. » Alors que c'est ça le problème, exact. Mais oui, puis écoute, c'est ça que j'essaie de créer comme manière de voir dans mes cours, tu sais, c'est de dire, dans le fond, le vrai problème, c'est que sociétalement, on est structuré de manière à, mais nous, on bénéficie aussi de l'exploitation de la forêt. Si on dit qu'il faut arrêter ça, qui paye de son énergie puis de son adaptation? Là, c'est comme, non, le petit groupe, lui, va s'adapter, puis lui, va perdre mais tous les autres, ils comptent. Le vrai levier, c'est comment tu permets à ces gens-là de répondre à leurs besoins. Pas trop non plus. Je veux dire, il faut qu'il y ait une adaptation réelle aussi. Là. Le but, c'est pas de faire perdurer un parfait confort où rien ne change. Là. Mais comment on facilite ce changement-là pour permettre une évolution? Pour moi, c'est de décristalliser, de ramener un petit peu de perturbation dans ça, dans le but de... On est en train de faire un parcours d'apprentissage. Et puis, je donne un exemple de la forêt. On l'a vu, là, présentement, un des enjeux, c'est qu'on cultive trop de la même essence de bois, tu sais. Mais là, ça veut dire qu'il y a peut-être des enjeux de... Notre système ne peut commercialiser que peu d'essence de bois.
est-ce qu'on ne devrait pas développer une capacité de commercialiser une forêt qui est beaucoup plus mixte dans ses essences, à la place de faire toujours... Mais ça, c'est un défi de créatif, puis c'est un défi vraiment intéressant. Bien, pour moi, c'est ça, créer de la capacité pour changer. C'est d'essayer de créer la meilleure version du système, pas de juste bâcher sur la version poche en pensant qu'en enlevant ça, tout va être mieux, alors que la plupart du temps, ça fait juste créer d'autres problèmes. Là. Ou encore, on est dans une espèce de lutte bizarre où on est en train d'essayer de comment dire, on crée une perturbation chez des gens, mais on ne les accompagne pas là-dedans. T'sais. C'est juste, tu ne devrais pas exister tel que tu es. Hey, ça peut donner des bonnes raisons de s'opposer. Tu es enseignant? Oui. Est-ce que tu appliques ces principes-là dans ton enseignement? Est-ce que tu crées des petites crises? Est-ce que tu demandes aux élèves de s'adapter, de voir le potentiel que ça a en termes d'apprentissage, en termes de solidarité? Je pourrais clairement mieux le faire parce que je suis aussi, comment dire, tu sais, je me challenge aussi en prenant en considération, tu sais, comme ma capacité. Fait que j'essaie de me challenger quand même, là, je dirais. Je sors des fois de ma zone de confort, mais en même temps, c'est dans la... je ne veux pas repitcher par en haut, là, mais la structure dans laquelle on enseigne, le modèle universitaire, est structuré d'une manière à systématiquement nous faire retomber dans des pratiques qui sont comme... C'est pas pour rien que les cours sont donnés d'une certaine manière. Là. C'est que tout est organisé pour que ça soit donné de cette manière-là. Fait que, oui, des fois, j'en sors. On a un système ici aussi. Là. Pardon? On a un système qui a de l'inertie ici aussi, là, dans l'enseignement universitaire. Oui, faire du changement n'est pas toujours facile dans le monde de l'enseignement. C'est une réalité. Fait que, oui, à quelque part, je le fais. Est-ce que je le fais assez? Non. Pour être bien honnête, non, clairement pas. Ce que j'aime, par contre, c'est que dans mes cours, il n'y a pas nécessairement de bonne réponse. Fait que l'ambiguïté, je sais même, il y a des cours présentement, il y a de nouveaux cours que je donne à la maîtrise, puis il y a beaucoup d'ambiguïté. Mais quand je reçois le feedback, il ne faut pas non plus créer des histoires pour ne pas changer, là, pour dire, ah, ben, tu sais, c'est pas bon, mais je le change pas parce que dans le fond, c'est ambigu. Là. C'est pas ça que je veux dire. Mais il y a un genre d'accompagnement dans l'ambiguïté à dire, mais la vie est ambiguë aussi. T'sais. Ah, mais c'est pas clair. Oui, mais la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça? T'sais, il y a un genre de relation, finalement, où pour que ça reste vivant, il ne faut pas que ce soit trop clair. Puis ça, j'aime ça, essayer d'aller dans cette zone-là, parce que je pense qu'il y a un réel danger, puis je le vois, et c'est encore pire que ça n'a jamais été. Là. Aujourd'hui, les attentes face à un cours sont une très grande clarté sur chaque point, sur les qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, comment c'est noté, c'est quoi les critères. Puis pour moi, ça, c'est renforcer une culture qui est complètement mécanique. Parce qu'on est rendu dans une performance de cocher un cahier des charges, mais la vie, c'est pas ça. Là, l'interaction avec le vivant ne peut pas être mise dans plein de petites boîtes de cette façon-là non plus. Fait que j'essaie de garder cette espèce de zone de possible puis d'ambiguïté, je pense, juste parce que je pense que c'est une culture à maintenir. Il y a des qualités humaines qui doivent venir avec ça, par contre, pour faire vivre des expériences qui donnent les résultats escomptés. Je veux dire, si je sors de ton cours puis je me sens dévalorisé parce que là, je me sentais pas à la hauteur, j'imagine qu'il y a une forme d'accompagnement humain qui doit aider à acquérir ce type de compétences de résilience-là ou de... Oui, moi, la plupart du temps, c'est pas nécessairement un résultat que je vois dans mon cours parce que le cours est structuré de manière, même tout le monde me le dit, tu sais, un des avantages, c'est que j'accueille systématiquement ce que les gens disent. Mon but n'est pas de dire c'est vrai, c'est faux. C'est plus de collectivement se questionner puis dire OK, mais pourquoi tu dis ça? Puis tout ça. Fait il n'y a pas tant de... Le gros danger, je pense, c'est plus que les gens ne voient pas où ça s'en va. Ou, fait que c'est plus ces insécurités-là où on essaie de dire je suis supposé arriver à une destination fixe, puis moi, je suis dans un chemin, mais je ne vois pas ce qu'il y a au bout. Puis là, c'est comme, ouais, mais le chemin, quelle est la valeur du chemin? Parce qu'on veut toujours la destination. Fait que la complexité, c'est ça l'enjeu. C'est que tu regardes la même chose, puis ce qui change, c'est les lunettes avec lesquelles tu regardes. Mais c'est pas tout le monde, pas tous les étudiants qui sont à l'aise avec cette façon-là de voir les choses. Tu as quand même nommé une belle qualité humaine qui était d'accueillir. Oui. Si tu ne faisais pas cet accueil-là auprès de tes étudiants, ça serait difficile pour eux autres. Si t'avais pas, tu les accompagnais, de ce que je comprends aussi, tu les accompagnes, puis en plus, tu leur proposes un récit qui peut les aider à identifier leur parcours, là, ce qu'ils vivent aussi, non?
Oui, mais en tout cas, on essaie tous de faire un bon travail d'enseignant, mais je pense que ça inclut ça. J'essaie juste d'être plus concret pour ceux et celles qui nous écoutent de comment on peut réellement le faire, parce que c'est de sortir des idées, mais oui, d'accueillir, de s'auto-accueillir. J'imagine que ça l'aide des scans entre eux, les étudiants aussi le font. Bien, déjà, effectivement, le fait que quand on pose une question, moi, je le vois vraiment comme la réponse, c'est la réponse de l'entièreté du système d'étudiants. Se connaître, je veux que Philippe, tu vois la même chose. On s'en fout de la bonne réponse parce que c'est pas toi qui l'as dit. Toi, ta réponse, c'est quoi et pourquoi? Il y a quelque chose là-dedans qui est super important parce que ce qu'on construit, c'est les gens dans l'éducation. La capacité de dire la bonne réponse, bon, moi, je m'en fous complètement. C'est dans ta réponse, pourquoi tu dis ça? Il y a un travail très, Philippe, tu disais tout à l'heure, mais philosophique un peu là-dedans aussi. Là. Puis pour moi, c'est très lié avec le vivant. Tu es un construit d'expérience en arrière de ça. Il y a des perceptions que tu as, il y a des blocages que tu as. Moi, j'accueille ça. Puis je trouve ça génial. Puis je vais juste dire, OK, il y a ce blocage-là, pourquoi? Puis tout ça. Fait que c'est très vivant comme type d'enseignement, je pense. Là. Mais je ne sais pas si, moi, tu sais, j'écoute tes dernières questions, Louis-Philippe, puis ce que j'entends, c'est un peu de dire, oui, mais tu me diras si je comprends bien tes intuitions, mais le système nous nourrit. Quand on enjoint les gens à souhaiter un changement systémique, à accueillir la crise, voire peut-être même à la désirer, ce qu'on leur dit, c'est fragilisez-vous, mettez-vous en situation de vulnérabilité, risquez, je sais pas moi, d'échouer un cours sans avoir de critères clairs pour faire appel de la note, risquez de perdre votre travail dans l'industrie forestière parce qu'on va changer les pratiques. Fait que là, ça nous amène à la question de la transition socio-technique. Si on revient à la relation au vivant, comment est-ce qu'on peut faire cette transition-là d'une manière qui est suffisamment sécurisante pour que notre société où les gens y adhèrent, osent l'aventure, si je peux le dire comme ça, puis en même temps suffisamment déstabilisante pour que les gens en sentent le besoin? Comment est-ce que tu motives cette transition-là sans créer de backfire effect, sans créer de « non, je ne veux pas aller là ». Bien, je dirais tout de suite, les backfire effects font partie de l'histoire, par contre. C'est pas parfait. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des fois, dans des années, j'enseigne des petits trucs sur l'effondrement des sociétés. Il y a déjà eu des étudiants que ça a affecté plus que d'autres. Mais moi, je suis pas au point que je ne vais pas en parler. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire par là? En voulant dire, il y a quelque chose qui est dans le fait d'accepter de perturber que je pense qui est important. Fait qu'il ne faut pas nous s'empêcher de le faire. Puis quand on parle de comment on fait pour faire que ça se passe bien quelque part. Parce que minimalement, ce qu'on veut, à mon avis, là, c'est que la solution à revenir à un état stable n'est pas d'enlever la perturbation qu'on avait fait. C'est comment on peut garder la perturbation en place et accompagner l'adaptation des gens. Donc, il y a comme une danse là-dedans, là, à dire qu'il ne faut pas s'empêcher de perturber, mais il faut avoir les bonnes clés pour essayer de faire qu'on ne va pas vouloir supprimer le perturbateur puis juste faire un X dessus. Puis, comment on accompagne ça? Ça, je pense que c'est un point super important. Mais je ne suis pas sûr que je fais le lien avec ta question. Je vais donner un exemple concret. J'imagine que dans cette nécessité de développer plus de résilience, ma relation au deuil, ou comment que moi je vis le deuil, va venir affecter mon rapport à ça, parce que chaque changement nécessite de faire quelque part un espèce de deuil d'avant. Alors, mon histoire, puis ton historique, ce que je vais amener va être teinté de ma capacité à faire le deuil de. Mais ça, il faut que ça s'accueille quelque part. Il faut qu'on en soit conscient, non? Ben, c'est sûr que je fais le lien, je ne sais pas si c'est là où tu voulais aller, mais la capacité de vivre des transformations, des deuils, tout ça, on va être face à face avec des défis, mais en réalité, c'est aussi, comme je disais, c'est une réponse de notre système. Mais lui, il y a un historique. Fait que notre capacité à vivre des deuils, il y en a qui l'ont énormément travaillé. Il y en a qui ne l'ont pas travaillé du tout. Il y en a qui ont eu aussi des expériences traumatisantes de changement. T'sais. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va vivre, c'est le retour à des fois notre passé, tout ça. Fait que, pour moi, j'accueille ça. Je ne sais pas comment dire, mais le vrai résultat, c'est la capacité de changer. Fait que dans le fond, le changement n'est pas autant l'objectif
que de parfaire notre capacité à le vivre. Fait que quand que les gens ils reviennent avec des traumatismes, des deuils, etc., moi, je pense que c'est la bonne chose aussi. Là, je suis pas en train de dire que mon cours, son but, c'est de faire ressortir les traumatismes d'enfance, de faire de même. Mais juste, c'est quand même une prise de conscience de dire le changement, dans le fond, tu es capable de le faire. Il faut juste que tu sois structuré, organisé de manière à ce que ça soit possible. Puis des fois, ce qui t'empêche, c'est des choses qui sont structurelles, lointaines derrière toi, mais que tu peux aussi quand même parfaire avec là, je veux pas rendre... Mon cours, c'est pas un cours de psycho non plus et tout ça, mais je pense que de juste qu'on puisse voir comment on pourrait mieux changer, puis en acceptant qu'on est résistant au changement, puis que ça, on peut travailler là-dessus. Fait que le grand changement sociétal, dans le fond, quand on dit « Ah, il faut que ça change plus vite, tout ça », ce que je trouve fucked up, honnêtement, c'est de pas catcher que c'est les gens, présentement, qui veulent pas que ça change. Moi, je continue à prendre l'avion, puis mon auto, puis tu sais, fait que là, il y a quelque chose de complètement débile dans l'idée d'être autant conscient de la forêt brûle et de perpétuer ces comportements-là. Puis je peux même me cacher derrière « Ah, mais le système fait que... » Mais je suis aussi résistant à un changement de vie beaucoup plus radical. Dans le fond, je pourrais transformer radicalement ma vie afin de ne plus prendre ça, mais c'est un enjeu qui est identitaire, familial. Il y a plein d'affaires qui sont mes résistances. Ben oui, tout à fait. Et de prendre conscience de ça, pour moi, on commence au moins à se poser les vraies questions. Moi, je vois comme deux valeurs qui s'opposent qui pourraient avoir affecté notre résilience. D'un côté, la compétition, qui est très présente dans nos systèmes, et la solidarité. Est-ce que tu l'as réfléchi, cet aspect-là? J'imagine que un système ne se déploie pas pareil en un modèle compétitif versus un modèle de solidarité. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que si on est plus compétitif, on devient moins résilient dans ce sens-là un peu? Ou... Je vais prendre l'exemple l'augmentation de la température sur Terre. Mm-hmm. Okay, ça, c'est quelque chose qui est très présent. D'ailleurs, j'ai su récemment, c'est un peu triste, là, les singes hurleurs, je ne sais pas si vous savez... il y en a qui tombaient des arbres récemment parce que ils mouraient de chaleur. Ça, c'est quelque chose qui nous attend. Bon, on veut faire face à l'augmentation de la chaleur. On a des personnes âgées qui risquent d'être affectées. Nos enfants dans nos classes d'école, il va commencer à faire chaud. On va se rendre résilient collectivement dans un modèle compétitif. Qu'est-ce qui va se passer versus dans un modèle de solidarité? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Je vois un peu... Là, on peut le voir de manière anthropocentrique, puis on peut le voir aussi de la manière l'ensemble de la biodiversité. Pour moi, il y a une grosse connexion entre compétition, collaboration, puis l'échelle du vivant là, de laquelle on parle. T'sais. Un être humain qui se voit comme un être humain, il va peut-être être en compétition avec son écosystème ou en compétition avec d'autres êtres humains, etc. S'il se voit comme une communauté d'humains, cette communauté-là d'humains peut être en compétition avec... Fait que, il y a comme des fois de la compétition à l'externe, c'est de la collaboration à l'interne. Fait que pour ça que je trouve que c'est sûr que quand on est dans une culture compétitive, dans des réseaux d'humains qui sont en réalité tellement interreliés que c'est stupide d'être compétitif parce que c'est une grosse perte d'énergie et même pas souhaitable que quelqu'un gagne, en réalité, cette compétition-là. Il y a un problème, puis je pense que c'est peut-être là qu'on est. En réalité, c'est parce que on est en à mon avis, on est en compétition de manière à ce que le tout perd, mais aussi parce qu'on ne conscientise pas qu'on est, on est, nous, ce tout-là. Donc, mais je ne suis pas prêt à dire, par contre, que la compétition existe dans la nature, puis je ne suis pas prêt à la juger comme étant quelque chose qui est nécessairement mauvais, là. Mais je tiens juste à dire, là où il y a un enjeu, c'est qu'il y a des... puis c'est le classique en transition socio-écologique aussi. Là. Même un des pièges systémiques qui s'appelle les adversaires accidentels, c'est de ça qui est question. Des gens qui interagissent, chacun avec un intérêt différent. Quand quelqu'un réussit, ben, il distancie l'autre. Donc, l'autre répond avec plus d'énergie. Puis là, c'est comme, ça me distancie de mon intérêt. Là, je vais mettre plus d'énergie. Puis à la fin, c'est le statu quo. Puis tout le monde est brûlé parce qu'il met énormément d'énergie. Parce qu'ils sont en compétition sans le savoir les uns avec les autres. Mais moi, je pense que ça, c'est un des pièges qui est une des raisons pour laquelle, présentement, ça ne change pas. Même des gens qui veulent le changement sociétal, etc., s'ils ne sont pas minimalement mis en réseau puis conscients de quel levier ils utilisent et comment et pour aller où, ils peuvent potentiellement être des obstructions les uns aux autres. Ils peuvent être des compétitions pour les mêmes financements, par exemple. T'sais.
Donc, la compétition, c'est une des raisons, des fois, qui peut nous maintenir dans le statu quo énergivore inutilement. Là. Est-ce que ça amène à penser que la transition doit être planifiée pour réussir à déjouer la compétition? Bien, là, je parle de mon cerveau, comment il l'entend. C'est peut-être pas nécessairement ça que le mot veut dire pour tout le monde, mais planifier, moi, m'apparaît un peu hiérarchie top-down, tu sais, un peu comme économie planifiée, là, qu'on dit. Là. Ça peut être comme ça, ou tu sais, je peux penser, disons, quand tu travailles avec matière brute, là, avec une organisation ou une association, ben, tu peux agir comme conseiller, conseillère, puis les décisions peuvent se prendre de différentes façons, là, avec une certaine décision collective. Bien, planifier, je dirais, pour moi, la clarté de l'intention. La connectivité, genre mise en réseau, là, être capable de communiquer, tout ça, c'est des conditions un peu sine qua non, justement, pour faire du changement. T'sais. Avoir un minimum de vision collective. Là, fait que t'as pas besoin d'avoir le plan, parce que pour moi, c'est un peu comme plan is nothing, planning is everything. Là, c'est dire le plan, c'est ta représentation de l'écosystème dans lequel tu es, puis un peu sa trajectoire, mais les étapes A, B, C, D vont devoir changer dès demain parce que tout change. T'sais. Donc, c'est pas tant d'avoir un plan que d'avoir été réellement en contact profond avec le système dans lequel on opère. Donc, d'avoir une conscience écosystémique, là, je parle même au niveau des organisations humaines, là, d'être plugué avec la réalité du système dans lequel on va faire du changement. Puis ça veut dire à la fois d'avoir une clarté de notre intention, une connaissance du système dans lequel on est et une connectivité puis de la communication avec les humains. Mais après ça, c'est pas planifié. C'est vraiment plus d'être connecté, finalement, au système. Planifier, je l'entends beaucoup dans la décroissance, en fait. C'est un peu ce qui amène. C'est où on va le subir, puis là, ça va être très hiérarchique, puis c'est ceux qui dirigent les crises qui vont nous planifier nos vies, si tu veux, ou on le fait de manière démocratique, et là, c'est différent. Je viens avec l'exemple du logement. Ben, si on y va dans une logique de compétition, je dirais, au plus fort la poche, il y a déjà beaucoup de monde qui ont de la misère à se loger. Notre système compétitif, même d'accès au logement, est un enjeu. Puis le logement, c'est même pas un vrai droit. Alors, il y a une forme d'enjeu dans cet espace-là, non? Ben, c'est sûr que le logement, tout est fait pour qu'il y ait la crise actuelle. Là. Je pense qu'il faut... Le système est parfaitement organisé pour qu'on vive cette crise-là. Puis juste en disant ça, ce que j'aime, c'est qu'on sort de la réactivité simple aux symptômes, là, puis on rentre dans genre, non, le vrai enjeu, c'est que le système génère ça. Fait que ça veut dire où est-ce qu'il faut changer? C'est le système. Pour moi, puis cet exemple-là, je le trouve génial parce que non seulement on le vit, mais il est super le fun à analyser et tout, puis il est nourri en données. Mais je pense, Trudeau disait récemment, le gros enjeu, c'est qu'on veut que les maisons soient moins chères pour que les gens puissent les acheter. Dans le fond, on veut que les jeunes puissent s'acheter une maison. Mais quand même pas trop cher, hein? Parce que c'est la retraite des gens. C'est leur épargne pour la retraite. Moi, je trouvais ça génial parce que je pense qu'il avait vraiment mis le doigt sur le bon sujet, sur la bonne manière de voir ce problème-là. Ce que je trouve pas génial, c'est qu'on dirait qu'il n'a pas accepté le fait que c'est irréconciliable, ces deux choses-là. C'est-à-dire, plus de maisons ne régleront pas ça, tu sais. De l'argent pour construire ne réglera pas ça non plus, tu sais. Puis je parle même pas d'immigration, de ces affaires-là. Je parle juste de genre, le système présentement, la maison est vue comme une manière d'investir. Mais la nature d'un investissement, est-ce que c'est que tout le monde devrait y avoir accès? Tu sais, en voulant dire... Fait que pour moi, les vrais leviers, quand on parle purement systémique, comment régler cette crise-là, moi, je pense que la crise du logement, c'est une crise où on utilise le logement comme du placement qu'on veut rentable. Il n'y a rien qui remplace ça. Hein. Au niveau de « je le comprends », c'est stable, prévisible, en haute demande et pour toujours. C'est un placement extraordinaire, mais on ne veut pas que les gens l'utilisent exclusivement comme placement parce que ça crée une rareté artificielle. Moi, je rendrais moins intéressant ça. Comment c'est possible de dire qu'on paye 0 impôt sur la prise de valeur d'une maison qu'on habite? Est-ce que c'est correct? Tu sais, juste de le rendre moins intéressant, c'est d'utiliser, à mon avis, des leviers, des fois, économiques par rapport à ça. Parce que de toute façon, les moins fortunés n'ont pas de maison. Là, donc, pour moi, c'est un bon exemple, ce domaine-là. La crise du logement est un autre bon exemple de vision plus systémique qu'on devrait avoir, à mon avis. Dire, le système est parfaitement structuré pour ça. Comment on change les structures du système pour que les gens prennent des décisions différentes pour pas qu'on voit
pour pas qu'on voit ça, tu sais. Parce qu'il n'y a pas de logement, la résilience, c'est pas le même niveau que quelqu'un qui a un logement. Ben oui, et parce que, tu sais, moi, mon père venait d'une famille de 8 enfants. Il était un 4,5. Et que là, je ne veux pas rentrer dans le trop complexe, mais il ne faut pas oublier que la crise du logement, c'est aussi une crise des inégalités, mais aussi une crise de notre mode de vie. Parce que les gens vivaient dans un 4,5 à 8. Même si aujourd'hui, on trouve que c'est impensable, je pense que ça mérite minimalement de connecter avec ça. Je veux dire, l'émission Friends nous parlait des professionnels dans leur trentaine qui habitent à New York en colocation. Je veux dire... C'est vrai que le modèle, là, aujourd'hui, c'est pas tant ça dans ce qu'on va voir. En tout cas, on dirait que... moi, je l'ai vécu. J'ai été colocataire jusqu'à 37 ou... C'est un mode de vie qui est très intéressant aussi, mais je ne sais pas comment dire. Il y a une partie que je trouve que, bon, d'autres vont dire on ne les crée plus, ces milieux-là, parce qu'on veut juste faire des logements pour que les gens habitent seuls. Autre manière de le faire, des logements dans lesquels les gens habitent en colocation, mais il y a une résistance culturelle à ça et tout ça. Fait que c'est très complexe, mais on parlait de crise. En tout cas, je ne sais pas quoi en penser parce que chacun a sa manière, mais moi, j'ai pas détesté devoir vivre avec d'autres personnes non plus, tu sais, parce qu'économiquement, c'était la façon de faire. On va vers la fin, hein, fait que moi, je te lancerais peut-être une dernière question qui m'apparaît quand même substantielle. Tu as parlé de crises plus ou moins grosses, tu sais, au début, jusqu'à des crises énormes. Plusieurs projections aujourd'hui nous disent qu'on va en avoir des salés. Est-ce qu'il y a des crises trop grosses? Trop grosses, je ne sais pas comment qu'il faudrait le J'ai l'impression, j'ai de la misère à y répondre parce que poser la question, j'ai l'impression, insinue une certaine forme de contrôle. Parce que juste de dire qu'elle est trop grosse, il faut qu'il y ait une présomption qu'elle pourrait ne pas, tu sais. Mais est-ce qu'il y a des crises qui pourraient nous faire disparaître, mettons? Oui, clairement. Mais est-ce qu'elle est trop grosse? Ben, comme je dis, ça dépend. Si c'est la seule chose qui peut arriver, je peux pas juger. En voulant dire, moi, je suis plus dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Fait que, je veux dire, la Terre a vécu des transformations radicales qui a fait disparaître une incroyable quantité de formes de vie. Est-ce que cette crise-là était trop grosse? Pour ces formes de vie-là, oui. Pour la vie sur Terre, non. Fait que je parlais de trop gros, je pense, en termes de capacité d'adaptation. Oui, clairement. Oui, moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a des crises... Des crises qui détruisent, oui, tout simplement, sans possibilité de... Oui, puis même, je dirais que de manière, non seulement elles peuvent nous détruire, nous faire mourir, nous faire sombrer dans de la santé mentale très défaillante et tout. Pour moi, la crise, la bonne, c'est celle qui va créer de la capacité à vivre d'autres crises. La crise pas bonne, c'est celle qui va diminuer la capacité à vivre d'autres crises. Fait qu'on parle de ceux qui vivent qui sont burn-out, etc. T'sais. Un des gros enjeux, c'est ça, ça diminue leur capacité à vivre d'autres burn-out. Là, on rentre dans des cycles de re-burn-out et tout ça parce que des fois, le burn-out va nous diminuer dans notre résilience intellectuelle et psychologique. Donc, c'est là que moi, je fais une distinction. Je pense que les bonnes crises sont celles qui augmentent notre capacité. Il reste plus de temps qu'on pense. Vas-y. Garde-toi. Moi, ça me challenge vraiment, là, ces perceptions de finalité-là, de crise trop grosse et autres, parce que je me dis, le réel sera toujours là pour les gens qui vont le vivre. Alors, comment on va le vivre? Et là, c'est pour ça tout à l'heure que je te demandais, c'est quoi les ingrédients qui font en sorte qu'on peut être donné. Mais au final, il y a aussi des ingrédients qui vont faire en sorte qu'on va être maximum heureux dans qu'importe la crise. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime bien parler de solidarité ou de compétition. Au final, moi, si je peux savoir que je peux compter sur vous autres, les gars, là, quand ça va mal aller, là, je vais vraiment me sentir mieux. Si vous allez être une menace pour moi, oh boy, qu'importe ce qui s'en vient, moi, je vais pas me sentir bien, puis je vais pas être bien. Alors, peut-être qu'il y a aussi moi, j'aime bien parler d'amour même. Il faut, quelque part, recultiver ça, parce que le modèle social, collectif, souvent, il est très axé sur l'apparence, la compétition, quelque chose, mais qui ne donne pas nécessairement un sentiment que si je vais mal aller, on va prendre soin de moi. Je ne sais pas, toi, David, dans ton cheminement, comment tu as évolué dans ces pensées-là? Ben, j'avoue que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui tend à juger facilement. Ça peut même devenir gossant là, dans mon entourage parce que
tu sais, sans dire que je fais l'avocat du diable, je vois souvent comme, ouais, mais l'autre personne, peut-être, tu sais, il y a plein d'autres raisons qui peuvent expliquer un comportement et tout. Fait que, je suis plus quelqu'un qui aime avoir des points de vue que des opinions. Donc, sur les gens, c'est un peu pareil, tu sais. Un comportement qui a l'air d'être, je sais pas moi, je veux dire, j'ai voyagé, puis il y a du monde, tu sais, en selfie avec le dog face, tu sais, puis je comprends pas nécessairement, mais en même temps, je pense que je le vois pas comme... Il y a des affaires que je comprends pas, mais je ne vais pas nécessairement les juger comme étant négatives ou tout ça. Je pense que ça peut être le reflet de plein de choses. Fait que j'ai pas ça me rebute pas nécessairement d'être en relation, finalement, malgré ça. Je sais pas comment dire, mais dès qu'on juge pas, dans le fond, je pense que j'ai moins peur parce que je vais juste entrer en relation pareil, tu sais. Puis la plupart du temps, ce que je vois, c'est que ça se passe plutôt bien. Tu sais, le danger, c'est de rentrer en relation avec nos présupposés. Puis là, on tombe à les valider. Fait que là, on pense, on se perpétue notre jugement, tu sais. Mais systématiquement, je pense que quand on présume des bonnes choses des gens, moi, j'ai toujours trouvé que c'était possible. Puis peut-être que ça, c'est peut-être une chose que j'ai pratiquée sans m'en rendre compte aussi. Mais connecter humainement, il y en a qui vont dire « Ah, moi, le small talk, le gars avec son gros pick-up, tout ça. » Puis je me dis « Ben, il y a des affaires le fun à jaser. » Pareil, moi, je veux dire, même si j'ai pas de gros pick-up puis je ne trippe pas là-dessus, tu sais, je suis quand même curieux de savoir, lui, pourquoi il ne trippe autant là-dessus. Tu sais, il y a une manière de connecter avec la curiosité. Puis ça, c'est un gros thème pour moi, tu sais, mais la curiosité, pour moi, c'est la meilleure approche pour vivre le vivant, tu sais, parce que tu le juges pas, il n'y a pas de pression que tu vas projeter. Tu sais, c'est comme il est là, peu importe ce qu'il est. Puis quand tu es dans la curiosité, tu es toujours dans une manière de connecter avec la réalité où tu préserves les potentiels, où tu braques pas, tu n'es pas dans la peur. Tu sais, fait que dans tous les comportements, je pense, à cultiver, qui font juste du bien puis qui génèrent plus de résilience et tout, pour moi, agir avec le vivant, donc avec les êtres humains aussi, avec curiosité, pour moi, ça a toujours amené des belles choses, honnêtement. Donc, c'est un petit peu là que je suis. Tu me regardes avec ça. Ah, j'aime ça finir sur des notes comme ça. C'est positif, c'est plein d'espoir. C'est magnifique. Oui, mais je tiens à dire, les trop grosses crises et tout ça, tu sais, comme j'aime beaucoup ce que tu dis, le réel, c'est ça. Pour moi, ce qui pourrait nous faire le plus de bien, c'est de ne pas avoir la présomption qui ne devrait pas être de même. Puis quand on dit être le plus heureux, ou là, tu parlais de ça, comment cultiver ça, tout ça, dès qu'on lâche prise, là, ça revient, tu sais, bouddhisme et tout ça, je veux dire, des pratiques que je trouve extraordinaires, là, la méditation, tout ça. Dès que tu arrêtes de présumer que ça ne devrait pas être de même, tu retrouves beaucoup, beaucoup de tes capacités, tu sais. On est cristallisé dans une lutte contre le réel. Puis à mon avis, donc, une lutte contre le vivant en ce moment. T'sais, on voit tous ces défis comme des irritants. Ça ne devrait pas être de même. On intervient dans le but d'empêcher le vivant d'être ce qu'il est. On essaie d'empêcher le réel d'être ce qu'il est. Parce qu'il est difficile pour nous. Il nous met dans l'inconfort, etc. On peut cultiver notre capacité d'être plus à l'aise dans l'inconfort. Ça deviendra donc moins de l'inconfort. Mais aussi juste lâcher prise sur cette croyance, dans le fond, qu'il y a quelque chose de bad avec le réel. Le réel, c'est le réel. T'sais. Puis dès que tu acceptes ça, wow, tu te mets à focusser sur qu'est-ce que tu vas faire. T'sais. Mais ça peut juste être un moment de l'action pour certaines personnes, parce que pour certaines personnes, ça mène un peu à l'inaction ou à l'impuissance. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Mais tantôt, tu as parlé du deuil, puis je pense que c'est vraiment d'accepter que c'est vrai que c'est ça l'enjeu. C'est vraiment un deuil. Puis tu sais... c'est ça, moi, dans mon vécu, j'ai eu des deuils à faire, tu sais, mais... Puis moi, je pense pas que le deuil, c'est fait. Dans le fond, je dis ça, là. Je pense pas qu'un deuil, c'est jamais fait, là. Je pense que c'est juste plus rapide. Tu sais, moi, je fais le deuil de ma condition à chaque jour. Juste que je suis rendu que je l'ai tellement fait plein de jours que je le fais vite, tu sais. Des fois, je vis des petits moments où c'est que je sens ça revient avec des choses dans mon passé, dans mon vécu. Mais je suis capable de faire mon deuil vite, tu sais. Donc, je pense que c'est la pratique finalement du deuil. Oui, ça peut mener effectivement des gens à sentir ça, mais en même temps, puis là, ça revient avec la méditation, toutes ces choses-là, ça aussi, ça va changer. Tu sais. Ton émotion présentement de « je veux pas que ça aussi, ça va... » Si tu la prends pas puis tu la saisis pas fort pour qu'elle reste là, tu vas te rendre compte que tu vas devenir plus capable de vivre avec. Puis tu sais, c'est se laisser le temps d'évoluer, nous aussi.
Je pense que ça met très bien, ça l'ouvre très bien la porte à notre prochain épisode avec Vanessa Gauthier, qui, elle, je ne sais pas si tu connais, Non, je la connais pas. d'être vivant, qui, elle, prend la pensée écosystémique, mais vraiment dans une volonté de prendre soin puis de rester connecté aussi, parce qu'il y a comme beaucoup à dire. Ben oui. Par rapport à ça. Là, je serai à l'aise de terminer, Philippe. On termine. On est très, très, très content d'avoir... Mais c'était cool, sérieusement. Quelle avec belle toi, ça a conversation. passé très, très vite. Oui. Ouais, Très intéressant. vraiment. Merci beaucoup, Ben, David. merci à vous deux. Puis la prochaine fois, c'est moi qui vous interviewe. Merci tout le monde. Right, À la prochaine. merci. À la prochaine. J'espère que vous avez apprécié les échanges et les réflexions. Il me ferait vraiment plaisir de recevoir vos commentaires et suggestions pour que je puisse améliorer la qualité du balado. Vous pouvez me les communiquer via la page Facebook Juste pour vivre, mon LinkedIn ou sur Instagram. Profitez-en pour partager les entrevues que vous avez aimées et restez à l'affût. Une 20aine d'épisodes sera mise en onde d'ici la fin de l'été. À bientôt!